cette relation d'échange de quantité de mouvement, eh bien, ça nous a donné que la force moyenne exercée pendant un intervalle de temps delta t sur la particule 1 est opposée à la force moyenne exercée sur la particule 2 pendant le même intervalle de temps. Et on en a déduit donc une relation entre les forces. Donc, la force exercée par la particule 2 sur la particule 1 est opposée à la force exercée par la particule 1 sur la particule 2. Et je vous avais dit que c'était qu'il fallait faire attention à cette relation. Elle ne s'applique qu'à des forces de même nature, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une interaction entre deux entités, entre deux objets, et les forces dont on parle ici dans cette relation du principe d'action et de la réaction sont obligatoirement des forces de même nature. Alors, je vous ai mis des exemples, j'ai rajouté quelques points à ce que j'avais prévu la dernière fois. Donc, premier exemple, voici deux forces pour lesquelles on peut dire qu'il s'agit du principe d'action et de réaction. Alors, quelles sont ces forces? Eh bien, le poids de... Alors, on va considérer une boîte posée sur la Terre. Alors, le poids de la boîte, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur la boîte. Eh bien, la réaction à cette force, c'est la force d'attraction P' que va exercer la boîte sur la Terre. Ici, quand on écrit P égale moins P', il s'agit bien du principe d'action et de réaction, puisqu'il y a deux objets en interaction. Le premier, c'est la Terre. Le deuxième, c'est la boîte. Alors, la Terre attire la boîte et par réaction, la boîte attire la Terre. Ce sont deux forces de même nature. Ce sont des forces d'attraction gravitationnelle. On peut donc appliquer le principe d'action et de réaction. Alors, deuxième exemple, notre boîte qui est posée, on va la poser sur une table, d'accord? Donc, il va y avoir une action de contact entre la table et la boîte qui va faire que la table que j'ai dessinée ici en pointillé va exercer une poussée vers le haut sur la boîte et la réaction à cette force, ça va être que la boîte va exercer sur la table une poussée vers le bas. Ici, il s'agit bien du principe d'action et de réaction. Vous avez deux objets en interaction. Interaction, ça veut dire qu'il y a une action entre les deux. Donc, les deux objets sont la boîte et la table. Il y a une action de la table sur la boîte, c'est la force CTB, et une action de la boîte sur la table qui est CBT. Je mets toujours en premier celui qui exerce la force et en second celui qui subit la force, quand je mets des indices. Et la relation CTB moins C égale à moins CBT exprime bien le principe d'action et de réaction. Alors, je vais vous donner un contre-exemple maintenant. Un contre-exemple, eh bien, je prends ma boîte posée sur la table et les deux forces qui sont le poids et la force de contact. Alors ici, eh bien, le poids, c'est quoi? Il faut identifier l'origine de chacune des forces. Qui exerce cette force? Le poids, il est exercé par qui? Le poids est exercé par la Terre qui exerce une force d'attraction sur la boîte. D'accord? Cette action C, cette force de contact, elle est exercée par qui? Elle est exercée par la table, par le plan sur lequel est posée la boîte et va exercer une poussée vers le haut. Comme la boîte est en équilibre, eh bien, je vais avoir ces deux forces qui vont se compenser. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire, puisque la boîte est en équilibre, P plus C égale 0. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire cette relation entre les forces. C égale moins P. Mais attention, j'ai fait exprès de mettre des couleurs différentes. Ce ne sont pas des forces de même nature. C est une force de contact,
P est un poids et il ne s'agit pas de deux forces qui traduisent une interaction entre deux objets, puisque dans cette histoire, eh bien, il y a il y a trois entités. Il y a la Terre qui tire la table vers le bas, qui tire la boîte vers le bas. Il y a la table qui pousse la boîte vers le haut, d'accord? Et quand vous regardez les deux forces C et P, elles ne correspondent pas à une interaction entre deux objets, puisque ce sont deux forces qui s'exercent sur un même corps qui est la boîte, d'accord? Donc, j'ai deux actions extérieures qui s'exercent sur un objet qui est la boîte. Donc, en aucun cas, on ne peut parler d'action et de réaction pour ce cas. Alors, c'est bien pour ça que cette force C, on ne l'appellera jamais la réaction de la table, ce sera l'action de la table. C'est bon? Vous avez l'habitude au lycée peut-être d'appeler ça la réaction, mais en aucun cas, ce n'est une réaction au poids, puisque pour pouvoir parler de réaction, il faut que ce soit une interaction entre deux objets et que les deux forces qui interviennent soient des forces de même nature. Or, le poids et la force de contact, on le verra quand on étudiera, et le poids et la force de contact, ce sont des forces de nature complètement différentes. Est-ce que c'est clair, cette histoire d'action et de réaction? C'est bon? Oui. D'accord. Alors, on va passer maintenant aux lois de force. Alors, qu'est-ce que c'est que les lois de force? Eh bien, c'est les lois, en quelque sorte, les expressions qu'on va pouvoir trouver pour chacune des forces le type de force qu'on va étudier donc, dans ce chapitre. Alors, on va étudier la gravitation, l'attraction gravitationnelle. Donc, on va étudier le poids et la loi de gravitation universelle. On va étudier le frottement. On va étudier la force élastique. Au deuxième semestre, on verra les forces électriques. Et à chaque fois, pour décrire chacune de ces interactions, eh bien, il y a ce qu'on appelle la loi de force, qui est en quelque sorte la formule qui vous donne chacune de ces forces, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les exprimer en fonction de différents paramètres, d'une distance, d'une masse, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour établir une loi de force? Eh bien, on fait des expériences et on fait des mesures d'accélération en prenant des vitesses initiales différentes, en prenant des masses différentes. Et puis, on voit si on peut exprimer une loi à partir de ces expériences. Une petite minute. Voilà. Alors, on va commencer par la loi de force que vous connaissez tous, c'est le poids d'un objet au voisinage de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que le poids? On a déjà commencé à en parler, hein. Le poids, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur un objet. Alors, pour pouvoir trouver la loi de force, eh bien, on va rendre toutes les autres interactions négligeables et on va faire des mesures de l'accélération en faisant varier la masse d'un objet et en faisant varier sa vitesse initiale. C'est-à-dire on va refaire la même expérience en prenant des vitesses initiales différentes, en prenant des masses différentes, et puis on observe, on fait des mesures pour savoir quelle est l'accélération de l'objet. Eh bien, quand on fait cette expérience, on se rend compte que, premièrement, l'accélération reste la même pour deux objets de masse différente, c'est-à-dire que vous prenez deux objets différents et s'ils se déplacent dans le champ de pesanteur terrestre, eh bien, vous allez mesurer exactement la même accélération. Alors, cette accélération est la même pour deux objets ayant des vitesses initiales différentes, c'est-à-dire, par exemple, si vous laissez tomber un objet ou si vous le lancez en l'air ou si vous le lancez à l'horizontale ou si vous le lancez avec une vitesse inclinée, eh bien, vous allez mesurer dans tous ces cas
exactement la même accélération. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Le troisième caractéristique de cette accélération, eh bien, c'est qu'elle est toujours verticale, elle est dirigée vers le bas et elle a pour module à peu près 10 mètres par seconde au carré. Alors, c'est une moyenne. Je vous ai mis les valeurs de cette accélération pour différentes régions. Alors, à Alger, c'est 9,80. À l'équateur, c'est 9,78. Et au pôle Nord, c'est 9,83 mètres par seconde au carré. Vous voyez que c'est toujours très proche de 10 mètres par seconde au carré. Alors, dans les exercices, on prendra, sauf si on vous le précise, on prendra toujours 10 mètres par seconde au carré. Alors, cette accélération, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Alors, la note G, le vecteur G, hein, l'accélération est une grandeur vectorielle. Donc, la loi de force relative au poids, eh bien, si on écrit la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces appliquées à cet objet de masse petit m, c'est le poids. Donc, j'écris P égale ma. A étant l'accélération de la pesanteur, eh bien, la loi de force qui vous donne le poids, c'est P égale mg. M étant la masse, G l'accélération de la pesanteur, qui a toutes les caractéristiques qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire verticale, dirigée vers le bas et de module à peu près égal à 10 mètres par seconde au carré. C'est bon jusque-là? Tout va bien, vous suivez? Oui, madame. D'accord. Bon. Eh ben, je continue alors. Alors, elle va nous servir à quoi cette loi de force? Je vous avais dit au tout début du chapitre de la dynamique que les lois de force, que la dynamique allait nous permettre d'expliquer les mouvements en termes de force, d'établir des lois de force et à partir de ces lois de force, prévoir des mouvements ou expliquer certains mouvements. Et bien ici, cette loi de force, donc la loi de force du poids, va nous permettre de prévoir le mouvement de n'importe quel objet se trouvant dans le champ de pesanteur terrestre. Alors, on va revoir un mouvement que vous connaissez très bien, que vous avez étudié au lycée peut-être à plusieurs reprises. C'est le mouvement d'un projectile qui est lancé avec une vitesse initiale V0, faisant un angle alpha 0 avec l'horizontale. Voilà l'angle alpha 0. C'est l'angle que fait le vecteur vitesse initial avec l'axe OX. C'est bon? Alors, on va partir donc de notre loi de force. Je sais que si je lance un objet à la surface de la Terre, eh bien, il va être soumis à son poids. Donc, connaissant la loi de force P égale mg, eh bien, si je sais qu'il est soumis à son poids, eh bien, je connais automatiquement son accélération. Donc, première chose, je vais écrire son accélération. Pardon, il y a une faute ici. Voilà. Alors, la seule force qui est donc appliquée à ce projectile, c'est son poids. La loi de force, c'est P égale mg. Ça veut dire que l'accélération, si j'écris la relation fondamentale de la dynamique, somme des forces égale ma. La seule force qui existe, c'est P et elle vaut mg. Donc, j'ai l'accélération qui est égale à l'accélération de la pesanteur g. Alors, je vais écrire à chaque fois les composantes cartésiennes. Donc, une composante horizontale et une composante verticale. Alors, g, on a dit que c'était une accélération verticale et orientée vers le bas. Ça veut dire que G a pour composante AX qui est nulle puisque l'accélération G est verticale
Et AY, c'est moins G. Tout le monde est d'accord avec le signe moins? C'est bon ou pas? Oui, puisque le vecteur G est orienté vers le bas et que mon axe OY, qui est donné par, qui a son sens qui est donné par le vecteur J, est vers le haut. Donc, AY, c'est moins G. Alors, on passe à la vitesse. Comment on fait pour passer de l'accélération à la vitesse? Eh bien, on intègre. Ça veut dire que Vx, c'est l'intégrale de AX et que Vy, c'est l'intégrale de AY. Alors, j'intègre par rapport au temps. Hein. Alors, puisque AX égale 0, eh bien, ça veut dire que Vx est égal à une constante. Alors, quelle est cette constante? Eh bien, c'est la valeur de Vx à t égale 0. Quelle est la valeur de Vx à t égale 0? Eh bien, c'est la composante horizontale de la vitesse initiale V0, c'est-à-dire que je vais l'appeler V0x. Quelle est cette composante? Sachant que l'angle à t égale 0, l'angle qu'il y a entre V0 et l'axe OX, c'est l'angle alpha 0. Donc, la composante V0x, j'abaisse ici la perpendiculaire à partir de l'extrémité de V0 sur l'axe OX et ma composante V0x, eh bien, c'est V0 cosinus alpha 0. D'accord? Et comme Vx est constant, eh bien, Vx sera toujours égal à V0 cosinus alpha 0, quel que soit l'instant. C'est vrai à l'instant t égale 0, mais c'est vrai à n'importe quel instant puisque cette composante va être constante. Alors maintenant, pour Vy. Vy, c'est l'intégrale de AY. Donc, G, l'intégrale de moins G, ce sera moins GT, plus une constante. Quelle est cette constante? Eh bien, c'est la valeur de la composante verticale de V0 à t égale 0. Alors, cette composante V0Y, eh bien, j'abaisse ici la perpendiculaire sur l'axe OY et on voit tout de suite que cette composante, je la dessinerai hein, pour le PDF que je vous enverrai. Donc, cette composante V0Y, eh bien, c'est V0 sinus alpha 0. Donc, j'ai Vy égale à moins GT plus V0Y, c'est-à-dire moins GT plus V0 sinus alpha 0. Alors, maintenant, je passe à la position. Vous voyez, rien qu'en sachant que cet objet est soumis à son poids, eh bien, j'ai déjà trouvé son accélération à n'importe quel instant et j'ai déjà trouvé sa vitesse à n'importe quel instant. Alors, je vais en déduire maintenant sa position. La position, sachant que Vx, c'est dx sur dt, eh bien, je vais avoir x en intégrant Vx. Vy, c'est dy sur dt, donc je vais avoir y en intégrant Vy. Alors, j'intègre. Cette quantité est constante, donc je vais avoir x égale cette constante multipliée par t, donc x c'est V0t cosinus alpha 0, plus x0, mais comme x0 est égal à 0, ben, il n'y a pas de constante d'intégration ici, la constante d'intégration est nulle. Alors, j'intègre Vy, donc j'intègre cette expression, je vais avoir l'intégrale de moins gt, c'est moins gt carré sur 2, plus l'intégrale de cette constante V0 sinus alpha 0, ça sera V0 sinus alpha 0 multiplié par t, plus une constante d'intégration que je peux trouver si je connais la valeur de y à un instant particulier. Eh bien, à t égale 0, je sais que y égale 0, puisque je suis partie, je l'ai lancé à partir de la position x égale 0, y égale 0. Donc, à t égale 0, y0 égale 0. Donc, je n'ai pas de constante d'intégration ici. D'accord? Ou plutôt, la constante d'intégration est égale à 0. Donc, voici la position. Donc, vous voyez, rien qu'en
en sachant que l'objet était soumis à son poids, ben, j'ai réussi à trouver les composantes de son accélération, les composantes de sa vitesse, les composantes de sa position, ses coordonnées, les composantes de son vecteur position, ce sont les coordonnées en fonction du temps, c'est-à-dire les équations horaires x de t et y de t. Alors, je peux aller encore plus loin. Je peux écrire l'équation de la trajectoire. Alors, l'équation de la trajectoire, ça consiste à trouver la relation entre y et x. Alors, j'élimine le temps en mettant que le temps, je peux le sortir de la première équation. Donc, t égale à x sur v0 cosinus alpha 0. Et je remplace dans l'expression de y de t, t par x sur v0 cosinus alpha 0. Voilà, donc j'ai remplacé le t ici aussi. Et je vais donc avoir moins. Alors, j'ai ici, je vais avoir le x carré, je le mets ici. Et au dénominateur, je vais avoir V0 carré, cosinus carré, alpha 0. Donc, voici pour le premier terme. Le deuxième terme, j'ai quoi? J'ai V0 x, V0, et au dénominateur, V0 cosinus alpha 0, donc j'ai le V0 qui s'en va. J'ai le sinus alpha 0 et cosinus alpha 0. Alors, sinus au numérateur et cosinus au dénominateur, ça me donne la tangente de l'angle alpha 0. Donc, l'équation de la trajectoire, eh bien, elle va avoir cette forme-là. Alors, on peut aller encore plus loin et voir quelles sont les positions particulières, c'est-à-dire, par exemple, quelle est la valeur de x maximale, c'est-à-dire à quel endroit le projectile va retomber. Alors, pardon, j'ai juste oublié de préciser que, au vu de l'expression de l'équation de la trajectoire, on voit tout de suite que c'est l'équation d'une parabole. Donc, la voici, la parabole. Et les positions particulières, eh bien, ça va être, par exemple, trouver le x maximum et puis trouver le y maximum, par exemple. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la portée, le x maximum. Et ça va être l'altitude, le y maximum, c'est l'altitude maximale de mon projectile. À quelle hauteur maximale il va arriver. Alors, on va chercher déjà x maximal. Hein. Alors, pour savoir quelle est la valeur de x maximal, eh bien, il faut qu'on sache quelle est la valeur de x pour laquelle l'objet est retombé sur la Terre, c'est-à-dire y égale 0. Alors, y égale 0, ben, je regarde l'équation de ma trajectoire. Pour quelle valeur de x est-ce que y égale 0? Eh bien, ça sera pour, je peux mettre x en facteur, d'accord? Eh bien, ça sera valable pour x égale 0, ben, ça se voit sur la figure, et pour, alors, ce qui restera quand on aura simplifié, mis x en facteur, c'est-à-dire moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha, x plus tangente alpha 0. D'accord? Donc, ça me donne g sur 2 fois v0 carré cosinus carré alpha 0 x max égale tangente alpha 0. Et on va pouvoir en déduire x max. C'est bon? Vous avez suivi? J'ai juste ici mis x en facteur, ce qui me donne y égale 0 pour x égale 0 et pour le contenu de la parenthèse qui est égal à 0. Le contenu de la parenthèse, c'est cette expression que vous divisez par x. Hein, et ça me donnait cette expression-là. Alors, x max, c'est donc, alors je continue, je fais passer ce terme-là à droite, donc j'inverse, le numérateur passe au dénominateur et inversement. Donc, je vais avoir x max égale à tangente alpha 0, multiplié par 2v0 carré cosinus carré alpha,
est divisé par G. Alors, pour simplifier, je vais remettre que tangente alpha 0, c'est sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0. Et vous voyez bien que le cosinus carré alpha 0 sur cosinus alpha 0 va donner cosinus alpha 0 au numérateur. Donc, j'ai 2 fois V0 carré, cosinus alpha 0, sinus alpha 0 sur G. Alors, 2 fois cosinus alpha 0, sinus alpha 0, 2 fois ce produit du cosinus par le sinus, eh bien, c'est le sinus de 2 fois alpha 0. Bon, on peut aussi laisser comme ça, hein, c'est juste une écriture plus simple que d'écrire que x max, c'est V0 carré, sinus 2 fois alpha 0 sur G. C'est bon, vous avez suivi le calcul de x max? C'est clair ou pas? Oui, d'accord. Alors maintenant, on va rechercher l'altitude maximale. Alors, quand est-ce que j'ai un maximum? Vous savez étudier le maximum, vous savez trouver le maximum d'une fonction. Quand est-ce qu'une fonction est maximale? Eh bien, quand sa dérivée est égale à 0. C'est-à-dire que je cherche pour quelle valeur de x est-ce que y est maximal. Or, j'ai mon équation de la trajectoire qui me donne la fonction y en fonction de x. Donc, je vais dériver cette expression par rapport à x, et quand cette dérivée est égale à 0, eh bien, je serai au maximum de ma fonction. Alors, j'ai donc dérivé ma y par rapport à x. Alors, la dérivée, eh bien, ça va me donner ici, pour ce terme, eh bien, 2x multiplié par ce terme, d'accord? Comme j'ai un 2 en bas, eh bien, ça me fera moins gx sur v0 carré cosinus carré alpha 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, ce sera pour une valeur particulière de x que j'appelle x1. Et la dérivée du second terme, eh bien, je dérive cette quantité qui est constante multipliée par x. Si je dérive par rapport à x, eh bien, ça me laisse tangente alpha 0. Voilà. Donc, la dérivée de y par rapport à x, eh bien, c'est cette expression-là. Et elle sera égale à 0 pour une valeur particulière de x que j'ai appelée x1. Alors maintenant, eh bien, je fais passer ce terme-là à droite, d'accord? Et je vais en déduire x1. C'est bon? Alors, x1, ce sera la tangente de alpha 0 multipliée par V0 carré cosinus carré alpha 0, c'est bon, divisé par G. Donc, j'ai x1 égale, alors, j'ai déjà... alors, j'ai oublié un terme, je pense. Non, je n'ai pas oublié de terme, puisque la tangente... alors, je vais avoir... C'est bon? C'est bon, vous avez... Bon, c'est pas la peine que je détaille alors. Hein. J'ai juste remis tangente alpha 0 égale sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0. Quand vous faites passer le cosinus carré alpha 0, eh bien, il va se simplifier avec le cosinus. D'accord? J'aurai un cosinus au numérateur et puis le deuxième du carré va se simplifier avec le cosinus de la tangente. Donc, j'ai le produit cosinus alpha 0, sinus alpha 0.
Alors, voilà donc l'expression de la valeur de x pour laquelle j'ai un maximum. Alors, ce x1, si vous comparez avec l'expression du x max, eh bien, vous voyez que c'est exactement la même chose. À ce facteur 2 près, ça veut dire que x1, c'est x max divisé par 2. D'accord? Alors ça, c'est bien connu, hein, vous avez déjà vu ça au lycée, que l'altitude maximale y max, elle est obtenue à la moitié de la portée, c'est-à-dire à x max sur 2. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, donc on a trouvé la valeur de x pour laquelle y est maximale. Maintenant, ben, il va falloir remplacer dans l'expression de y pour avoir notre y max. C'est bon? Alors, j'ai repris donc mon équation de la trajectoire et j'ai juste remplacé x ici et là par x1, c'est-à-dire cette expression-là. D'accord? Alors, quand vous remplacez, je vous ai mis en surligné les choses qui peuvent se simplifier et on obtient donc y max égale v0 carré sinus carré alpha 0 sur 2g et v0 sinus alpha 0, vous vous rappelez que c'est le v0y, donc y max c'est v0y carré sur 2g. C'est bon? Alors, si l'objet a été lancé à la verticale, c'est-à-dire avec un angle alpha 0 égale à pi sur 2, eh bien, il n'y a pas… la trajectoire est une droite, hein, c'est plus une parabole. Vous avez un mouvement de montée et de descente sur l'axe OY. Et à ce moment-là, eh bien, le Y max, c'est plus V0Y carré sur 2G, c'est carrément V0 carré sur 2G. C'est encore une fois un résultat très connu. C'est bon, c'est clair pour le poids? Comment? Sinus alpha carré. Oui. Qu'est-ce qu'il a, le sinus alpha carré? On a simplifié. Comment on a simplifié? Pourquoi? Oui. Oui, alors je reviens ici. Qu'est-ce que c'est que V0? Vous avez V0 qui fait un angle alpha 0 avec la direction horizontale. V0x, c'est V0 cosinus alpha 0. Et V0y, c'est-à-dire la composante verticale, c'est V0 sinus alpha 0. Or, c'est ce qu'on a trouvé ici. C'est ce qu'on a trouvé ici. On a trouvé que c'est V0 sinus alpha 0 au carré, puisque c'est V0 carré sinus carré alpha 0, ça veut dire que c'est la quantité V0 sinus alpha 0 au carré. Or, V0 sinus alpha 0, je sais que c'est V0Y. D'accord? Ok. Bon, eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la loi de gravitation universelle. C'est bon? Alors, la loi de gravitation universelle, on va d'abord voir l'expression, comment est venue cette expression, cette loi de gravitation universelle, comment est-ce qu'on l'écrit, quelle est sa formule, et puis ensuite, qu'est-ce qu'elle permet de faire, qu'est-ce qu'elle permet d'expliquer, qu'est-ce qu'elle permet de prévoir comme mouvement. Alors, à l'origine de cette loi, eh bien, ça s'est passé sur une très longue période avant qu'on arrive à cette loi de gravitation universelle qui est bien connue maintenant. Bien, il y a eu d'abord un astronome danois qui faisait des mesures de période, qui faisait des mesures sur les planètes et qui avait établi un très très grand nombre de tables, des tableaux de mesures dans lesquels il mettait tous les paramètres qu'il avait mesurés sur le mouvement des planètes. Mais
cet astronome ne trouvait pas d'explication à toutes ces mesures qu'il faisait, mais ces tables de Tycho Brahe sont restées conservées. Bon, des années plus tard, Kepler, alors Tycho Brahe est un Danois, Kepler est un Allemand. Alors, donc, vous voyez là, je vous ai mis la date de naissance et la date de décès de chacun d'eux. Hein. Et donc, Kepler, des années plus tard, eh bien, a repris ces tables de Tycho Brahe et il a réussi à trouver qu'il y avait quelque chose qui revenait tout le temps dans les chiffres qu'il voyait, dans les mesures qu'il voyait. Et il a réussi à trouver ce qu'on appelle une loi. Il a écrit des lois expérimentales, c'est-à-dire des lois qui étaient toujours vérifiées, mais il ne savait pas les expliquer. Alors, on verra une de ces lois tout à l'heure. D'ailleurs, vous la connaissez sûrement. C'est la loi des périodes, oui. Madame, c'est quoi la gravitation en arabe? La gravitation, c'est Jadibia, voilà, Jadibia. Oh, ok, madame. Et donc, l'astronome Kepler a réussi à trouver quelque chose, une certaine régularité dans les résultats, et il a établi ce qu'on appelle des lois, les lois de Kepler, c'est-à-dire des choses qui étaient des lois qu'il a réussi à écrire. Il a réussi à trouver des formules. Ces formules étaient toujours vérifiées quand on regardait le mouvement des planètes, mais on ne savait pas pourquoi est-ce que cette régularité existait, pourquoi est-ce que ces lois étaient toujours vérifiées. Et donc, l'étape suivante, eh bien, ça a été Newton, qui est un physicien anglais. Alors, je vous ai mis aussi sa date de naissance et de décès, qui a été le premier à comprendre que la tendance des objets à tomber et le mouvement des planètes, eh bien, c'était le même phénomène. C'est-à-dire ces deux aspects différents d'un même phénomène. Alors, comment il en est arrivé à ce résultat? Eh bien, il s'est dit que la différence de mouvement entre la Lune et la pomme qui tombe, la fameuse pomme de Newton qui est tombée de l'arbre, eh bien, la différence entre leurs mouvements, eh bien, c'est le fait que la Lune a une vitesse suffisante pour être satellisée, c'est-à-dire qu'elle puisse être sur une orbite supposée circulaire et tourner sans arrêt autour de la Terre. Alors, il s'est dit qu'en réalité, le phénomène étant exactement le même, ce qui se passe, c'est que la Lune n'arrête pas de tomber vers la Terre. Alors, je vous ai fait un schéma pour que vous compreniez ce que c'est que cette Lune qui tombe sans arrêt. Voilà, j'ai pris des vitesses différentes. Voici ma pomme. Avec une vitesse nulle, eh bien, elle va tomber à la verticale vers la surface de la Terre. Si vous lui donnez une certaine vitesse, on vient de voir que un objet qui est dans le champ de pesanteur terrestre, si vous lui donnez une vitesse, il va décrire une trajectoire parabolique. Donc, la pomme va, si vous lui donnez cette vitesse, eh bien, elle va décrire une parabole et tomber un petit peu plus loin, et pas à la verticale, mais ailleurs. D'accord? Si vous lui donnez une vitesse plus grande, vous avez bien vu quand on a calculé la portée, que ça dépend de la valeur de la vitesse. Plus la composante horizontale de la vitesse initiale est grande, et plus l'objet va aller loin. D'accord? Donc ici, si je donne une vitesse plus grande, eh bien la pomme va aller plus loin. Et il a supposé qu'on pouvait étendre ce raisonnement et se dire que si on donne à la pomme une vitesse suffisante pour qu'elle ne retombe pas, eh bien, elle va tourner autour de la Terre. Et c'est comme ça qu'il a expliqué le mouvement de rotation
de satellisation de la Lune autour de la Terre. C'est parce qu'elle a une vitesse suffisante qui lui permet non pas de tomber, mais elle va pas tomber quelque part à la surface de la Terre, mais elle va indéfiniment chercher à tomber, mais elle n'y arrive pas, donc elle va tourner autour de la Terre. Voilà donc le raisonnement qui fait que le mouvement de la pomme qui tombe à la surface de la Terre, c'est le même phénomène physique que le mouvement de la Lune qui tourne autour de la Terre. C'est la même interaction, le même phénomène physique. Alors, cette expression, je ne vous ai pas fait le détail parce que bon, ça ne vous intéresse sûrement pas de savoir comment est-ce que, étape après étape, on a réussi à trouver cette expression de la loi. Je vous donne directement l'expression de la loi de gravitation universelle. Bon, si ça vous intéresse de savoir quelles sont les étapes, je pourrais vous faire un document et vous le mettre dans la classroom, vous me le direz. Alors, voici donc l'expression de cette force. Donc, c'est moins G mt ml sur r carré u. Alors, voici un dessin pour comprendre ce que représente chacun de ces vecteurs. Le vecteur u, c'est un vecteur unitaire qui est toujours orienté de la Terre vers la Lune. D'accord? C'est un petit peu notre vecteur UR qu'on a vu en coordonnées polaires. Hein. Il est toujours orienté vers l'objet qui nous intéresse. Donc, le vecteur U. La force, qui est toujours une force d'attraction, donc dirigée vers le centre de la Terre. Le signe moins, il indique quoi? Eh bien, il indique que c'est une force d'attraction qui est toujours de sens opposé au sens du vecteur unitaire U. Alors, dans l'expression, alors j'ai mt qui est la masse de la Terre, ml qui est la masse de la Lune, petit r qui est le rayon de l'orbite de la Lune, donc la distance entre le centre de la Lune et le centre de la Terre, U, le vecteur unitaire pointé vers la Lune, et G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle, et je vous ai mis sa valeur, donc 0,667 10 à la puissance moins 10. Je vais peut-être le mettre en gras ici. Madame, كيديروا بحسبوها؟ Ah ben, ça a été fait à partir de mesures. Hein. Calcul Doumizia. Oui, c'est à partir de mesures des accélérations, des forces, des masses, etc. سي بلينيفو علينا. Comment? بلينيفو علينا بزاف. J'ai pas compris. نورمالمون يعني الحساب تاعها نيفو علينا. يعني ماهوش نيفو تاعنا. Non, اوكي. non. Mais je peux vous retrouver des manières de mesurer, de trouver cette constante. Je vous mettrai ça. Hein. Si je trouve un article là-dessus, je vous le mettrai dans la classroom. D'accord? Ok, d'accord. Merci, madame. Je note pour ne pas oublier. Voilà. Alors, c'est à la puissance moins 10. Hein. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune, mais c'est quelque chose qu'on peut généraliser à deux objets quelconques de masse M1 et M2, c'est-à-dire que si vous prenez deux masses M1 et M2 et qu'elles sont séparées par une distance petit r, eh bien, elles vont s'attirer mutuellement avec des forces qui obéissent à la loi de gravitation universelle. Alors ici, je vous ai dessiné la force exercée par M1 sur M2, d'accord? Donc c'est moins G, M1, M2 sur R carré U. Et c'est cette loi-là qu'on appelle la loi de gravitation universelle. Alors pourquoi universelle?
c'est parce que ça dépasse le cadre de la Terre et de la Lune. C'est universel, ça veut dire que ça s'applique absolument à n'importe quel système de deux masses. Alors, ça va s'appliquer, par exemple, au Soleil et la Terre, au Soleil et n'importe quelle planète. Ça va pouvoir s'appliquer à des objets qui sont dans l'espace, des comètes, des planètes entre elles, etc. D'accord? C'est pas une loi qui ne s'applique qu'à la Terre et la Lune. Hein. Pour la Terre et la Lune, eh ben, on l'a écrite sous cette forme-là. Mais pour deux objets de masse M1 et M2 quelconques, eh bien, ça s'écrira de cette façon. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à calculer la force d'attraction qui peut s'exercer entre deux personnes qui sont à 1 mètre l'une de l'autre. Je vous laisse un petit moment pour le faire. Alors, on va prendre deux personnes de… Qu'est-ce qu'on met comme masse? 60 kilos, ça vous semble bien ou 80? 70. Combien? 70? Yeah, 70. D'accord, allez, 70 kilos, on va les prendre pareil. Hein. Donc, 70 kilos chacun et on va les mettre à 1 mètre l'un de l'autre. Alors, dites-moi, quelle est la valeur de la force, quel est le module de la force d'attraction qui s'exerce entre ces deux personnes? Alors, je fais le calcul en même temps. Alors, moi, je trouve 3,27 26 fois 10 puissance moins 10 puissance 3,27 fois 10 à la puissance moins 7. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de Très cette peu. valeur? Très peu. Oui, très- c'est très faible par rapport à, c'est en newton, hein, par rapport au poids de chacun d'eux qui fait 700 newtons. Vous voyez que cette force, elle est très faible et c'est pour ça qu'on ne la ressent pas. D'accord? C'est-à-dire que c'est une force qui existe, mais vous ne pouvez pas la ressentir parce qu'elle est tellement faible devant les autres forces auxquelles vous êtes soumis que vous ne vous rendez pas compte qu'elle existe, mais elle existe. D'accord? Alors, évidemment, plus les masses des objets vont être grandes, et plus cette force va être importante. D'accord? Vous imaginez bien que la force d'attraction que va exercer la Terre sur la Lune, eh ben, elle sera plus importante que la force d'attraction qu'il peut y avoir entre deux personnes. Alors, cas particulier de cette loi de gravitation, une application plutôt de cette loi de gravitation universelle, c'est la force exercée par la Terre, donc on va dire la Terre de masse grand M, sur un objet de masse petit m. Alors, à la place de M1, je mets grand M, à la place de M2, je mets petit m, et donc j'ai F égale moins G grand M petit m sur R carré. Alors, ça, c'est la force exercée par la Terre sur n'importe quel objet de masse petit m situé à la distance petit r. Alors, je vais prendre un cas particulier. Je vais regarder qu'est-ce que ça devient quand l'objet se trouve à la surface de la Terre. D'accord? Mais si on prend que le rayon de la Terre. Voilà, c'est-à-dire que petit r, c'est le rayon de la Terre, exactement. Alors, on connaît la masse de la Terre, on sait que c'est à peu près 6, 10 puissance 24 kg. Alors, la valeur exacte, c'est 5,98 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre, on sait que c'est 6400 km. D'accord? J'ai oublié de le mettre ici. D'accord?
Et donc, je vais faire ce calcul pour savoir quelle est la valeur de ce terme qui est devant le petit m. Hein. Je vais écrire cette force en fonction de petit m, la masse de l'objet. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai calculé ça, ben, je pourrai l'appliquer à n'importe quel objet de masse petit m. Alors, j'ai à la place de petit r mis le rayon de la Terre, d'accord? Et j'ai mis le petit m de côté pour faire mon calcul de toutes les constantes qui ne dépendent pas de la masse petit m. Donc, j'ai regroupé G grand M sur RT au carré. Et bien, quand vous calculez ça, ben, vous vous rendez compte que cette quantité, eh bien, c'est mon G0, mon accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, c'est-à-dire 9,80 mètres par seconde au carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la loi de gravitation, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet à la surface de la Terre, ce n'est rien d'autre que le poids. D'accord? Donc, le poids, c'est un cas particulier de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur n'importe quel objet. Alors, ce cas particulier, c'est quand la distance entre l'objet et la Terre, eh bien, c'est le rayon de la Terre, c'est-à-dire que l'objet est posé, se trouve tout près de la surface de la Terre. Alors, il n'est pas forcément posé, il peut être à quelques mètres au-dessus de la surface de la Terre, mais quelques mètres par rapport à 6400 km, ben, c'est négligeable. Donc, tous les objets qui se trouvent proches de la surface de la Terre, eh bien, ils seront soumis à leur poids, qui est aussi la force obéissant à la loi de gravitation universelle. Madame, c'est quoi la limite pour que... Alors, la limite, ça peut aller... il faudrait faire le calcul hein, pour voir à quel moment est-ce que... Il faudrait regarder pour quelle valeur de R est-ce qu'on n'est plus à cette quantité G grand M sur R au carré. Vous voyez, cette quantité-là, à quel moment elle devient différente de 9,80. Alors, moi, je dirais quelques centaines de mètres. D'accord? Et puis, plus vous vous éloignez de la surface de la Terre et plus il y a de... Déjà quand on est en altitude, on sent qu'il y a une différence dans la gravitation. Donc, bon, je ne veux pas vous donner de chiffres, mais moi, je dirais quelques centaines de mètres, mais pas de l'ordre du kilomètre hein, en dessous. On peut considérer que c'est le poids et puis plus vous vous éloignez et moins ça sera valable. Hein. C'est-à-dire que dès que cette quantité G grand M sur R carré devient trop différente de 9,80, eh ben on peut plus dire c'est le poids, on est obligé d'appliquer cette expression-là. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, on vous le précisera. Si vous êtes à la surface de la Terre, ça sera le poids. Hein. Vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'aurez pas à vous poser la question est-ce que j'applique le poids ou est-ce que j'applique la loi de gravitation universelle. Ça sera toujours clair dans les problèmes que vous aurez à résoudre. J'ai répondu à votre question? C'est bon ou pas? Oui, madame, merci. D'accord. Alors, explication des phénomènes observés grâce à la loi de gravitation universelle. Donc, on est arrivé à ce résultat. C'est ça, la loi de gravitation universelle. C'est valable pour n'importe quel système de deux objets de masse M1 et M2. Alors maintenant, on va voir justement la fameuse loi de Kepler, l'une des lois de Kepler,
qui a pu être expliquée grâce à la loi de gravitation universelle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de Kepler? Vous l'avez vu au lycée. Elle dit que si vous prenez deux planètes qui tournent autour du Soleil, alors, on va supposer qu'elles ont des orbites circulaires. Alors, la première planète, je l'ai appelée P1, elle tourne sur une orbite de rayon R1. Et la deuxième planète, P2, elle tourne sur une orbite de rayon R2. C'est bon? Alors, Kepler avait dans les mesures qu'il a, les tables de Tycho Brahe qu'il a utilisées, il s'est rendu compte que quelque chose revenait tout le temps, c'était que le rapport T1 carré sur T2 carré, c'était R1 au cube sur R2 au cube. Alors, qu'est-ce que c'est que T1 et T2? T1 et T2 sont les périodes de révolution des deux planètes, c'est-à-dire que T1, c'est le temps qu'il faut à la planète P1 pour faire un tour complet sur son orbite, et T2, c'est le temps qu'il faut à la planète P2 pour faire un tour complet sur son orbite. D'accord? Donc, T1 et T2 sont les périodes de révolution des deux planètes en question. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette loi qui est une loi expérimentale et qu'avant Newton, on voyait bien, on constatait qu'elles étaient toujours vérifiées, mais on ne savait pas expliquer pourquoi il y avait ce rapport-là, pourquoi le rapport des carrés des périodes était égal au rapport des cubes des rayons des orbites. Eh bien, on va regarder ça en considérant la loi de gravitation universelle. Alors, pour chacune des planètes, eh bien, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc, on écrit que F égale ma. La seule force appliquée, c'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil. D'accord? Donc, j'ai pour une planète de masse petit m, eh bien, je vais avoir le module de cette force qui sera G produit des masses, donc ms par m sur r carré. D'accord? C'est la loi de gravitation universelle appliquée à, d'un côté, le Soleil, de l'autre, la planète de masse petit m. Et j'écris que F égale ma, comme c'est un mouvement circulaire uniforme, d'accord? On va considérer, donc ça sera MAN, et AN, c'est V carré sur R. Donc, j'ai la force appliquée égale, alors la force, c'est une force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète, égale à MA, c'est-à-dire MV carré sur R. Alors, il y a des simplifications. M apparaît des deux côtés, R apparaît alors, sous forme de carré ici et sous forme de R ici. Donc, je vais pouvoir simplifier par M sur R. Il va me rester à droite V carré, à gauche GMS sur R. D'accord? Alors, je vous rappelle qu'on cherche une relation entre les périodes et les rayons des orbites. Donc, cette vitesse, eh bien, je vais l'écrire en fonction de la période. Je vous rappelle ce que c'est qu'une période. C'est le temps qu'il faut à la planète pour faire un tour complet autour du Soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette période? Eh bien, c'est le déplacement, c'est-à-dire 2πr divisé par, alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est que cette période? C'est le déplacement divisé par la vitesse de la... Oui? Ici, on a trouvé la loi de Kepler, deuxième et troisième. Comment? La loi des périodes? De Kepler. Ah, celle-ci? Ah non, 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 c'est la troisième. Hein? Non, mais c'est ça. Laquelle? De quoi vous parlez? Le dernier, madame. Ici, F égale MA?
Non, non. Le dernier point qu'on a fait. Le dernier point qu'on a fait, vous voulez que je remonte plus haut, c'est ça? Oui, ici. Où ça? Ouais. والله ما كنا نقعد من هنا. Mais c'est quoi votre question? Posez-moi la question et je saurai à quel endroit je dois remonter. Madame, la dernière fois كنا نقدروا نخرجوا القانون تاع كيبدا الدوزيام. Ici? Oui. Oui? T au carré sur R cube. Mais attendez, on n'y est pas encore. Je vais écrire, bon, ce à quoi on est arrivé en écrivant la relation fondamentale de la dynamique. J'écris que la force appliquée, c'est la force d'attraction exercée par le Soleil sur la planète. Et de l'autre côté, vous pouvez désactiver votre micro, j'entends du bruit chez vous. Alors, la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète égale à ma, le mouvement étant circulaire uniforme, l'accélération, c'est une accélération normale. Donc, j'ai F égale ma, ça me donne V carré égale GMS sur R. Alors maintenant, il faut que j'écrive cette vitesse au carré, je dois l'exprimer en fonction de la période, d'accord? Pour que j'ai une relation où il y a à la fois la période et le rayon de l'orbite. Donc, ce que je vais écrire, c'est que V, c'est le déplacement divisé par le temps qu'il faut pour effectuer ce déplacement. Le déplacement que je vais prendre, eh bien, ça va être un tour complet, donc 2πr. Et le temps qu'il faut pour faire un tour complet, c'est la période. Donc, j'ai V égale 2πr sur T. D'accord? Puisque T, c'est le temps nécessaire pour que la planète fasse un tour complet autour du Soleil. C'est ça la définition de la période de révolution de la planète. Alors maintenant, j'écris à la place de V carré, eh bien, je vais écrire que c'est 2πr sur T au carré, c'est-à-dire 4π carré R carré sur T carré. D'accord? Ça, c'est V carré. Et de l'autre côté, je garde mon second membre de l'égalité, GMS sur R. Alors maintenant, eh bien, j'ai le T carré qui est apparu. Donc, T carré égale 4π2 R2 multiplié par R divisé par GMS. C'est-à-dire que j'ai T carré égale à 4π carré R au cube sur GMS. Alors ça, c'est valable pour une planète. Maintenant, je vais dire que si j'ai deux planètes, eh bien pour la planète numéro 1, je vais avoir T1 carré égale à 4π2 R1 au cube sur GMS, et que pour la deuxième, je vais avoir T2 carré égale à 4π2 R2 au cube sur GMS. Madame. Alors, oui. Ici. Là, oui. Oui. Quand on a fait T au carré sur R cube, oui. c'est égal à 4π au carré sur GMS. Et cela, c'est la deuxième loi de Kepler. Non, la deuxième loi de Kepler, c'est pas ça la deuxième loi Non, c'est pas la deuxième loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, ce n'est pas ça. C'est une question de la deuxième loi de Kepler. Elle vous dit que non, c'est une question de surface. C'est la loi des airs. Oui, tu as le temps, la distance. La troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. C'est que quand vous avez deux planètes avec chacune un rayon d'orbite et chacune une période de révolution, eh bien le rapport T1 au carré sur T2 au carré égale à R1 au cube sur R2 au cube. Je sais que au lycée, on vous a dit que ça, c'était la loi de Kepler, mais c'est faux.
la loi de Kepler, la troisième loi de Kepler, c'est un rapport entre deux planètes. C'est-à-dire que vous faites T1, vous avez deux planètes, vous faites le rapport des carrés des périodes, le rapport des cubes des rayons d'orbite, et vous avez l'égalité entre les deux. C'est ça la troisième loi de Kepler. Ça, c'est juste la période d'une planète en fonction de son orbite. C'est tout ce que ça vous donne. Voilà. Donc, la troisième loi de Kepler, eh bien, vous voyez que ça vous apporte la preuve que la loi de gravitation universelle, eh bien, c'est une loi qui a un caractère d'universalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phénomènes que vous allez pouvoir expliquer grâce à cette loi. Donc, la troisième loi de Kepler, elle apporte la preuve de la généralité de la loi de gravitation universelle. Voilà, donc pour la loi des périodes. Alors, on va voir maintenant un autre aspect, une autre application de cette loi de gravitation universelle, c'est la prévision d'autres mouvements. Alors, on va regarder ce que c'est qu'un satellite géostationnaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un satellite géostationnaire? Eh bien, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre. Alors, je vous ai mis un dessin ici. Alors, il tourne dans le plan de l'équateur. Alors, l'équateur, c'est cette ligne-là, c'est le cercle de plus grand rayon que vous pouvez avoir sur la Terre dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire du point de vue de la latitude, quand vous allez du pôle Nord au pôle Sud, quand vous regardez les différents cercles que vous pouvez avoir sur la surface de la Terre, eh bien, le plus grand cercle, ben, c'est l'équateur. D'accord? Eh bien, le satellite géostationnaire, c'est un satellite qui tourne dans le plan de l'équateur, c'est-à-dire un plan qui contient l'équateur. C'est bon? Alors, c'est un satellite qui a une période de révolution de 24 heures, c'est-à-dire qu'il met 24 heures pour faire un tour complet autour de la Terre. Alors, le fait qu'il mette 24 heures pour faire un tour complet autour de la Terre, eh bien, ça fait qu'il paraît immobile par rapport à un observateur qui serait à la surface de la Terre et qui observerait ce satellite. Vous savez que la Terre, elle tourne autour de son axe, elle fait un tour complet en 24 heures. Donc, si vous êtes un observateur à la surface de la Terre et que vous pointez, vous regardez un satellite qui tourne lui aussi, qui fait un tour complet en 24 heures, eh bien, vous allez le voir immobile. Alors, c'est pour ça qu'on utilise le terme de géostationnaire. Géo, ça veut dire terre, hein. C'est un préfixe qui veut dire terre. Donc, géostationnaire, c'est qui paraît immobile, stationnaire par rapport à la Terre. D'accord? Alors, ce sont des satellites qui sont beaucoup utilisés en télécommunication. C'est par ces satellites-là que vous avez les liaisons téléphoniques, les émissions de télé, etc. D'accord? Alors, ce qu'on va rechercher, c'est quelle est l'altitude, à quelle hauteur par rapport à la surface de la Terre, à quelle altitude et à quelle vitesse doit être ce satellite pour être considéré comme un satellite géostationnaire, c'est-à-dire pour qu'il puisse faire apparaître immobile pour un observateur terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. La force qui le maintient sur son orbite, eh bien, c'est une force d'attraction exercée par la Terre.
Alors, on va appeler grand M la masse de la Terre et petit m la masse du satellite. Donc, j'ai F égale à G grand M petit m sur R carré. Alors, j'écris que la relation fondamentale de la dynamique me dit que la somme des forces appliquées est égale au produit de la masse par l'accélération. Eh bien, le mouvement du satellite géostationnaire étant un mouvement circulaire uniforme, je vais écrire que l'accélération, c'est une accélération normale. Donc, G, la force, G grand M petit m sur R carré, égale à MA, c'est-à-dire MV carré sur R. Alors, comme tout à l'heure, eh bien, j'ai, en simplifiant par M sur R, j'ai V carré égale à G grand M sur R. Et puisque la vitesse, c'est le déplacement divisé par le temps, ici, comme c'est une vitesse constante en module, eh bien, le déplacement, je prendrai un tour complet, c'est-à-dire le périmètre du cercle décrit par le satellite, divisé par le temps qu'il faut pour décrire un tour complet, c'est-à-dire la période. Donc, j'ai V égale 2πr sur T. Alors, je remplace ici V carré par 2πr sur T au carré, donc 4 pi carré R carré sur T carré, égale à GMR. Et j'ai le rayon de l'orbite au cube qui est égal, alors j'ai R carré par R, donc R au cube, égale à GM sur T carré divisé par 4 pi 2. J'ai donc R égale à la racine cubique de GM T au carré sur 4 pi carré. Alors, je vous rappelle la masse de la Terre. Eh bien, on trouve R égale 4,2 10 puissance 7 mètres. C'est-à-dire qu'un satellite géostationnaire doit être sur une orbite de rayon 42 000 km, d'accord, pour être un satellite géostationnaire. Si vous n'êtes pas à cette orbite-là, eh bien, ce n'est pas un satellite géostationnaire. Il n'apparaîtra pas immobile pour un observateur terrestre. Alors maintenant, quelle est sa vitesse? Eh bien, sa vitesse, je vais revenir à cette expression-là. J'avais V carré égale à GM sur R. Eh bien, je vais avoir V égale racine de GM sur R. Et c'est 3,08 10 puissance 3 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il doit avoir comme vitesse 3 km par seconde sur une orbite de rayon 42 000 km. Je dois avoir ces deux conditions-là pour que ce soit un satellite géostationnaire. Voilà. Alors, vous voyez que grâce à la loi de gravitation universelle, eh ben, on a réussi à prévoir le mouvement d'un satellite géostationnaire, c'est-à-dire savoir à quelle hauteur il doit être, à quelle vitesse il doit tourner pour que ce soit un satellite géostationnaire. Voilà. Est-ce que c'est bon? On peut passer à la suite. Alors, d'accord. Ok. Ok. Alors, on va passer aux forces de contact. Alors, les forces de contact, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure au tout début du cours quand on a parlé de la boîte posée sur la table qui exerce une poussée sur la table et la table qui exerce par réaction une poussée vers le haut. Alors, la force de contact, on va en parler pour décrire les frottements et expliquer les frottements. Donc, la force de contact responsable du frottement entre deux surfaces, c'est une force de liaison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une force de liaison? C'est une force qui apparaît quand les objets sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont en contact l'un avec l'autre.
D'accord? Alors, je vous donne un exemple de force qui n'est pas une force de liaison, eh bien la force d'attraction gravitationnelle. Vous avez bien vu que la Terre qui attire le satellite et vice-versa, c'est une force à distance, c'est-à-dire que les objets ne se touchent pas. Ils sont séparés par une certaine distance et ils agissent l'un sur l'autre. Eh bien ici, la force de contact, qui est une force de liaison, elle n'apparaît que si les objets sont en contact l'un avec l'autre. Alors, quelle est l'origine de cette force de contact? Eh bien, l'origine, elle est plutôt à l'échelle moléculaire. Ce sont des forces moléculaires qui sont à l'origine de la force de contact. Alors, ce n'est pas une interaction, mais une conjugaison d'interactions. C'est des interactions très compliquées entre les électrons et les noyaux des molécules d'un objet, avec tous les électrons et noyaux des molécules d'un deuxième objet. Alors, ces forces vont correspondre à une très forte répulsion de deux surfaces. Alors, c'est à l'échelle moléculaire, vous avez peut-être vu ça en chimie, je ne sais pas, mais quand vous rapprochez des molécules, la force est une force, la force qui s'exerce entre les deux molécules à l'échelle moléculaire, hein, c'est une force de répulsion très très grande. Plus vous allez les rapprocher, plus l'intensité de la force va être importante, et plus vous allez les éloigner, et moins elles auront d'interaction les unes avec les autres. Donc, ces forces de contact, qui sont des forces de répulsion entre les objets, eh bien, c'est le résultat des interactions moléculaires qui correspondent à une très forte répulsion. Alors, qu'est-ce qui fait que quand vous êtes debout sur un plan, vous ne traversez pas ce plan? Par exemple, vous allez vous mettre debout sur votre bureau. Qu'est-ce qui fait que vous ne traversez pas le bureau sous l'effet de votre poids? Eh bien, c'est parce que la table pousse, elle vous repousse les pieds vers le haut, d'accord? Et c'est ça qui vous empêche de traverser votre bureau. Vous restez en équilibre sur votre bureau. Alors, au niveau ça, alors, je vous ai dit que l'origine des forces de contact, c'est une combinaison de forces moléculaires qui sont des forces de répulsion entre molécules à l'échelle microscopique. Maintenant, à l'échelle macroscopique, ce qu'on peut observer à l'œil nu et non pas à l'échelle microscopique, eh bien, au niveau macroscopique, on n'a pas de loi qui nous permet d'étudier les forces de contact. Alors, ce qui va se passer, puisqu'on ne connaît pas de loi, comme pour le poids, comme pour la loi de gravitation universelle, eh bien, on va les étudier de manière empirique, c'est-à-dire de manière expérimentale. C'est-à-dire qu'on va considérer différentes situations et à partir de ces situations, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on va arriver, connaissant toutes les autres interactions, comment est-ce qu'on va arriver à déduire nos fameuses forces de contact. Alors, on va décrire un certain nombre d'expériences. Alors, première expérience, eh bien, c'est ce qu'on a vu au tout début du cours tout à l'heure, c'est-à-dire une boîte en équilibre sur un plan horizontal, alors par exemple sur une table. Eh bien, j'écris la relation d'équilibre de la boîte. Donc, j'écris que la somme des forces, puisqu'elle est en équilibre, donc elle a une accélération nulle. J'écris la relation fondamentale de la dynamique. P plus C égale MA, A étant égal à 0, donc P plus C égale 0. Donc, j'écris que la force de contact est opposée au poids. Alors, je rappelle la remarque qui est que la force de contact n'est pas la réaction au poids. D'accord? C'est la réaction
à l'action de contact qu'exerce la boîte sur la table, que je n'ai pas dessiné ici. Je m'intéresse juste à ce qui arrive à la boîte. Elle est soumise, quel est l'environnement de la boîte? C'est la terre qui la tire vers le bas et la table qui la pousse vers le haut. C'est ça l'environnement de la boîte. Donc, les actions extérieures qu'il y a sur la boîte, c'est son poids et la force de contact exercée par la table. Voilà, donc c'est une première manière de trouver la force de contact exercée sur un objet qui est en équilibre. Alors maintenant, on va voir autre chose. On va voir le cas d'un objet qui a une accélération. Alors, on va considérer le départ d'une course. Alors, j'ai un coureur qui va démarrer sa course, c'est-à-dire qu'il part du repos, il part d'une vitesse nulle à une certaine vitesse, d'accord? Donc, il va être projeté vers l'avant, il va avoir une accélération vers l'avant. C'est bon? Donc, j'écris que la somme des forces qui lui sont appliquées, alors déjà, il faut identifier les forces. Quelles sont les forces? Eh bien, il est à la surface de la Terre, donc il va y avoir son poids qui le tire vers le bas. Et il a les pieds posés sur le sol, donc il y a l'action du sol sur ses pieds. Et la conjugaison de ces deux forces doit me donner une résultante qui est telle qu'il a une accélération vers l'avant. C'est-à-dire que je dois orienter ma force de contact de manière à avoir P plus C égale MA, MA étant vers l'avant dans la même direction, le même sens que le vecteur accélération. D'accord? Le vecteur accélération, vous êtes d'accord qu'il est vers l'avant puisqu'il passe d'une vitesse nulle à une vitesse vers l'avant. Donc, son accélération est forcément horizontale et vers l'avant. Donc, à partir du moment où j'ai représenté mes forces, donc le poids qui est toujours vertical et vers le bas, et cette force de contact qui est forcément penchée pour que la somme P plus C me donne une résultante M1, eh bien, ça me donne une nouvelle fois la force de contact à partir de l'autre force qui est en présence. L'autre force, c'est le poids, mais ici, j'ai une accélération, donc je vais dire que c'est CMA moins P. D'accord? Donc, une nouvelle fois, j'ai réussi à m'en sortir. Je ne connais pas la loi de force de la force de contact, mais je connais le poids, je connais la relation fondamentale de la dynamique, je sais que la somme des forces appliquées au coureur est égale à MA, donc je peux en déduire la force de contact. Donc c'est MA moins P. Alors, cette force de contact, je reviens encore une fois à son origine. Alors, quelle est l'origine de cette force de contact? Eh bien, c'est que essayez de vous rappeler ce que vous faites quand vous voulez démarrer une course. D'accord? Vous êtes immobile et vous voulez commencer à courir. Vous faites quoi? Eh bien, vous appuyez sur vos pieds, vous appuyez vers le bas et vers l'arrière. Donc, vous exercez une poussée sur le sol et alors ça, c'est votre action. Donc, l'action, c'est C'. C'est le coureur qui exerce vers l'arrière une poussée sur le sol. Et la réaction, c'est quoi? C'est que le sol va exercer sur les pieds du coureur une poussée C qui va le projeter vers l'avant. D'accord? Si vous restez, si vous ne faites pas si vous n'avez pas d'action sur le sol, si vous n'appuyez pas vers l'arrière et vers le bas pour démarrer votre course, eh bien, vous ne démarrez pas. Vous n'êtes pas projeté vers l'avant. Donc, il y a une action qui est l'action du coureur et une réaction qui est la réaction du sol qui va vous projeter vers l'avant quand vous démarrez votre course. Alors, l'orientation de cette force, vous voyez bien que dans la mesure où j'ai P plus C égale MA,
eh bien, l'orientation de cette force de contact. Plus votre force de contact, vous voyez bien que plus elle va être penchée vers l'avant et plus votre accélération va être grande pour que P plus C soit égal à M1. Alors, l'orientation donc et le module de C vont déterminer votre accélération. Alors, j'ai dessiné plusieurs situations. Si vous avez votre force de contact exercée, c'est-à-dire que si la poussée que vous avez exercée sur le sol, elle est à la verticale, donc dans le prolongement du poids, eh ben, vous n'avez pas d'accélération, vous ne démarrez pas. Si vous étiez à l'arrêt, ben, vous restez à l'arrêt. D'accord? Maintenant, si la force de contact est légèrement penchée, eh bien, vous allez avoir une petite accélération. Pardon. Et si vous penchez si votre force de contact est plus, si vous avez exercé une poussée, alors je parle de la poussée exercée par le coureur sur le sol, qui va avoir pour réaction cette poussée du sol sur vos pieds. Donc, si la poussée que vous avez exercée sur le sol, elle est plus penchée vers l'arrière, eh bien, la poussée que le sol va exercer sur vos pieds, elle va être plus penchée vers l'avant et vous aurez une accélération qui sera plus grande. C'est bon? Voilà. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. On verra la partie frottement la prochaine fois. Madame, s'il vous plaît, j'ai une Oui. question. Oui, allez-y, je vous écoute. On dit que quand on fait P plus C égale à 0, les forces, ça veut dire que l'objet, il est immobile, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quand on fait P plus C égale à MA, ça veut dire que l'objet, bah, il bouge, enfin, il est mobile, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok, merci. Alors, bon, P plus C égale MA, l'objet est immobile. Il peut aussi être en mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Par exemple, si vous êtes sur de la glace, d'accord? Et que vous aviez déjà une vitesse, d'accord? Sans que vous fassiez rien, vous allez continuer avec cette vitesse. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'accélération, mais vous aurez quand même une vitesse. Bon. Donc oui, quand ma vitesse est constante, comme Voilà. on a vu au début du chapitre. Exactement. Donc, bon, mais dans la majorité des cas qu'on aura à étudier, quand vous avez la somme des forces égale 0, l'objet est immobile, sauf si on vous le précise et qu'on vous dit qu'il était déjà en mouvement, eh ben vous allez conclure que s'il était déjà en mouvement et si la somme des forces égale 0, ben ça veut dire qu'il continue son mouvement à vitesse constante. Voilà. Merci, madame. Oui, c'est plus clair. Ok. Bon, eh ben, j'attends les étudiants des groupes 1 et 2 à 10h10. Hein. Je vais arrêter.